Bonsoir à tous, bonsoir Aklim Elouli. Bonsoir M. Dalani, et bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Alors vous êtes sénateur français, membre du Sénat français, vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de défense du Sénat. Vous êtes actuellement donc en mission en Algérie, notamment avec la députée Sabrina Sebaihi. Quel est le but de cette visite en Algérie en ce moment ? Alors le but en ce moment, il est quand même double, c'est effectivement de garder ce petit lien ténu, parce qu'il est de plus en plus ténu, puisque ça, tous les jours, chaque jour suffit sa peine, on voit bien que ça monte tout le temps, et donc c'est de garder ce dialogue, parce que nous, dans la diplomatie parlementaire, c'est de construire les conditions du dialogue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses doivent reprendre, et donc on est là pour témoigner, pouvoir aussi écouter, d'ailleurs on aura des rendez-vous, les ressortissants qui sont là, écouter nos collègues parlementaires algériens et puis passer des messages et surtout essayer de continuer à construire les conditions d'une relation qui pourrait s'apaiser et qu'on espère assez vite qu'elle soit apaisée. Alors, il faut préciser que cette mission parlementaire était, je pense, prévue depuis assez longtemps et qu'elle n'a pas pu avoir lieu, si je ne me trompe pas. Alors, on a déjà eu une mission parlementaire pour le 8 mai. Oui. On a été invité par l'Algérie. Vous étiez membre, notamment avec Mme Sebaihi, Mme Simonet. Voilà. Et nous étions membres, nous avions été invités pour le 8 mai sur la reconnaissance, puisque nous à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, mes collègues Sabrina Sebaihi, Daniel Simonet, etc., ont déposé une demande de reconnaissance pour le 8 mai 45, comme Sabrina Sebaihi l'avait fait pour le 17 octobre à l'Assemblée nationale. Et donc, on était venus justement pour apporter ce message. Et dans cette période de crise, on était venus aussi dire qu'il y a des parlementaires, que la France, c'est pas ceux qui s'agitent, c'est pas ceux qui agitent les bras, c'est pas ceux qui crient tout le temps. Il y a aussi d'autres personnes qui, elles, souhaitent que cette relation continue, souhaitent que cette relation soit apaisée, souhaitent que l'on mette des mots sur les mots, c'est-à-dire les mots sur l'histoire, que l'on reconnaisse que la France coloniale a commis des crimes contre l'humanité, a commis des horreurs en Algérie. L'Algérie, c'est pas n'importe quelle colonie, comme certains voudraient le dire. C'est quand même la seule colonie de peuplement, avec la Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, au passage. On pourrait revenir sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie et ce qu'on est en train d'essayer de construire. Et donc, quand c'est une colonie de peuplement, ça veut dire qu'on extermine une population pour en installer une autre. Et ça, c'est une réalité. Et quand Apathy, d'ailleurs, sur un plateau télé, a dit les vérités, ça a déclenché tout un peu la fachosphère. Et il a été sanctionné par la suite. Alors nous aurons l'occasion de parler de la colonisation et de ceux qui parasitent la relation algéro-française. Il faut juste préciser que vous êtes sénateur français, mais le Sénat algérien, le Conseil de la Nation, a rompu ses relations avec le Sénat français à la suite de la visite au Sahara occidental de votre président Gérard Larcher. Comment est-ce que vous qualifiez cette visite au Sahara occidental du président du Sénat français? Est-ce que c'était une provocation? Alors bien sûr, nous le groupe écologiste, on lui a écrit. On lui a dit ce qu'on pensait. Après la visite. Ouais. Après la visite. Ouais. Et même avant, sur un certain nombre de choses, puisque sur la reconnaissance, etc., on a quand même rappelé que l'ONU, que c'était un territoire décolonisé, on a rappelé les règles. Les écologistes, sur cette question-là, on est très clair et très limpide. Donc on a écrit pour lui dire notre désapprobation, qu'il ne pouvait pas engager le Sénat sans un débat au Sénat auparavant, et qu'ils pouvaient reconnaître, et c'est leur droit de reconnaître ce qu'ils veulent. C'est ça, là aussi, on peut avoir des désaccords. Par contre, aller sur un territoire à décoloniser, c'est effectivement pour moi une provocation et ça n'avait pas lieu d'être. Et donc, avec les incidences qu'on voit, mais je pense que de toute façon, à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui continuent à y croire parce que c'est l'intérêt des deux peuples en fait. Et c'est l'intérêt de population. Moi, je suis aussi originaire d'ici, et d'autres sont aussi originaires. Ça ne veut pas dire... Et nous, on est binationaux, et on a nos enfants qui veulent venir en vacances, on a de la famille. Donc, les deux pays sont intrinsèquement très liés, contrairement à ce que voudraient nous faire croire les gens. Et c'est dans leur intérêt de pouvoir créer. Vous savez, hier, il a fallu se réconcilier avec l'Allemagne. Personne, après 40, n'aurait pu penser que la France et l'Allemagne pourraient se réconcilier. C'était impensable. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais parce que l'Allemagne a fait ce travail de mémoire. Elle a reconnu. Et donc, la France... Et peut-être aussi parce qu'il n'y a pas un retaillot allemand qui parasite la relation. Oui, il devait y en avoir, mais c'est vrai que peut-être on peut penser, mais il y en avait peut-être parce qu'il y a toujours des gens pour parasiter. Alors le problème du parasitage, c'est un sport mondial. Il y a plus de gens qui parasitent que de gens qui sont constructifs. C'est ça le problème. Donc on a peut-être un changement de paradigme de société. On le voit bien avec le changement qu'on voit aux États-Unis. Mais donc ils ont créé ça et donc ça a été le moteur pour développer l'Europe. Et ben, je vais vous dire une chose. Pour moi, le moteur est depuis longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. Le moteur pour l'Afrique et la Méditerranée,
Méditerranée, c'est l'axe Paris-Alger. Ça ne veut pas dire faire injure aux autres capitales, mais c'est l'axe Paris-Alger. L'axe Paris-Berlin a construit l'Europe, ce n'était pas faire injure à Londres, à Oslo, à Rome, mais c'était cet axe-là qui a été la locomotive. Et donc aujourd'hui, on est en train d'hypothéquer la locomotive pour la Méditerranée et pour l'Afrique. Donc c'est possible de collaborer, de dialoguer malgré cette rupture de relations entre le Sénat algérien et français ? Bien sûr, nous on continue parce que le Sénat français, il n'a pas pris de délibération sur le Sahara occidental. Le Sénat français, il a des diversités. Il y a les socialistes, il y a les communistes, il y a les écologistes. Les communistes et nous, les socialistes, on a dit notre façon de penser là-dessus. Et la position, elles sont celles que je vous ai dit pour la gauche française. Donc c'est pas uniforme. Et donc il faut éviter de traiter les gens de façon uniforme, parce que uniformiser les choses, c'est ne pas donner de perspective à l'avenir. Alors, la relation entre l'Algérie et la France est mauvaise, c'est le moins que l'on puisse dire, au bord de la rupture, surtout depuis la décision du 30 juillet 2024 du président français de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, une décision jugée par Alger comme une énorme provocation. Quel rôle peuvent jouer les parlementaires comme vous dans ce type de situation ? Alors, nous, les parlementaires comme moi, ils se réfèrent toujours au droit international. Vous savez, quand vous n'avez plus de boussole, la seule boussole, c'est le droit international. Qu'est-ce que dit le droit international ? Ce n'est pas la position de l'Algérie, c'est la position de l'ONU. La position de l'ONU dit qu'il faut qu'il y ait un référendum, et ce référendum doit permettre l'autodétermination des peuples. C'est-à-dire, il y a un peuple, parce que ce territoire, ce n'est pas un territoire vierge, il y a un peuple. Ce peuple doit s'exprimer. C'est à lui que revient le choix de dire s'ils vont d'un côté ou de l'autre. C'est eux qui décident. Ce n'est pas aux autres de décider à leur place. C'est comme en Palestine. C'est aux Palestiniens de décider de leur avenir. Sur les territoires de 67, c'est pas aux autres de leur dire ce qui est à eux, ce qui est pas à eux. C'est le droit international. Parce que quand vous avez le droit international, qu'est-ce que vous mettez à la place ? La force. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce que tout le monde dénonce. Trump dit c'est comme ça, c'est comme ça. Ça peut pas fonctionner comme ça. Parce que si le droit doit nous protéger. Et c'est ce droit international qu'il faut respecter. Et des parlementaires comme moi rappellent constamment à la tribune du Sénat, comme d'autres à l'Assemblée nationale, rappellent constamment le droit international. C'est au nom de ce droit international, c'est au nom du droit humanitaire, c'est au nom du pacte de Rome, pardon, des statuts de Rome, pardon. Parce que des fois, je dis traité de Rome parce que je suis sur l'Europe, mais c'est le statut de Rome, qui effectivement a été construit après 45, en 48, pour justement ne plus revivre les deux guerres qui ont été vécues. C'est ce droit-là, c'est ce droit sur lequel il faut s'attacher. Et en termes de droit, il faut respecter, y compris quand on a des désaccords avec les pays, eh bien, il faut respecter aussi le droit de ces pays. Il faut éviter l'ingérence. Moi, je ne peux que, effectivement, donner des conseils, donner mon avis si on me le demande, mais je ne ferai jamais d'ingérence. C'est aussi ça, la diplomatie parlementaire. C'est pas de faire de l'ingérence, c'est de parler d'égal à égal. C'est de respecter son partenaire, de coopérer. Coopérer, c'est agir ensemble. C'est pas juste, toi t'as ça, parce que le partenariat, c'est t'as le droit à ça, non, la coopération, c'est la solidarité. C'est aussi un élément, un mouvement qu'on doit créer pour nos peuples. Et donc, c'est ça que doit défendre un parlementaire comme moi. C'est ça que devraient défendre tous les parlementaires qui sont attachés au droit, qui sont attachés à la dignité humaine. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'est-ce qui a poussé le président français, ce 30 juillet 2024, à tourner le dos au droit international ? Alors, si vous arrivez à qualifier ce que fait le président français du jour au lendemain, moi, j'y arrive pas. Franchement, on a un gouvernement, on ne sait plus qui dirige quoi, on ne sait plus qui s'exprime sur quoi. En fait, je pense que il pensait peut-être avoir construit quelque chose de particulier avec l'Algérie, d'autres le poussent. Vous savez, c'est toujours des fois, ça peut tenir à pas grand-chose. Quelques conseillers au mauvais moment et tout peut déraper. Vous savez, le problème aujourd'hui, vous le voyez bien avec ce gouvernement, on ne sait pas qui décide de ce qui se passe. Moi, je suis aujourd'hui incapable de vous dire quelle est l'orientation politique de la France. Il y a effectivement dans les parlementaires, y compris des parlementaires de la majorité présidentielle, qui sont sur nos lignes. Quand les parlementaires algériens sont venus en France, le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, ils sont venus au Sénat, mais qui est de la majorité présidentielle, les a reçus pour un échange. Donc vous voyez, le problème, c'est vous me demandez d'analyser
ce que fait quelqu'un, parce qu'un jour sur deux, on peut être d'accord avec lui, mais un jour sur deux, on ne sait pas ce qu'il fait d'ailleurs. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui explique qu'il va redresser la France. Il est arrivé, il y avait 6 millions de pauvres, on est à plus de 9 millions, et il continue à vous expliquer les mêmes recettes. Quand nous, on leur propose la taxe Zuckman pour 20 milliards, c'est 2% qui concerne 50 familles les plus riches. Hein, c'est l'ultra-riche qu'on veut taxer. Vous savez, dernièrement, on parle de la dette, mais on oublie que 500 familles les plus riches ont emmagasiné 1200 milliards, plus de 1200 milliards. Il y en a qui ont multiplié par 10 leur revenu. Vous connaissez un salarié qui l'a multiplié par 10? Donc quand on lui dit la taxe Zuckman, c'est 20 milliards, on vous dit non parce qu'ils vont s'en aller. Mais il marche sur la tête. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a remis une couche la semaine dernière en disant que ça ferait peut-être plaisir au président algérien qu'il démissionne. Est-ce que vous le rendez aujourd'hui responsable de la dégradation des relations entre les deux pays? Bien sûr. Mais la surenchère rend bien sûr responsable. Puis d'ailleurs, il est ministre de l'Intérieur. Qu'il fasse son travail de ministre de l'Intérieur. Et parfois des affaires étrangères, on a l'impression. Ben, c'est ce que je vous dis. On n'a pas l'impression. C'est qu'il donne le ton, il s'occupe des affaires étrangères. Et en plus, parfois, au mépris du droit. Quand il propose une liste en disant à l'Algérie, on va lui proposer une liste de sols pour qu'elle les reprenne, c'est contraire au droit européen. C'est nominatif, c'est des personnes, c'est des êtres humains. On parle d'êtres humains, on ne parle pas de colis de colissimo ou de colis qu'on doit renvoyer à l'expéditeur. On parle d'êtres humains. Il y a des règles, il y a des lois. Je vous parlais tout à l'heure du droit international, de la dignité humaine. Il y a des droits et c'est contraire au droit européen. C'est individuel. Chaque situation doit être traitée individuellement. Et ça n'existe pas les listes, sinon ça nous renvoie à une autre époque plus sombre de l'histoire. Donc vous voyez comme quoi les gens ne font pas attention au droit. Et c'est quand, comme on a voulu renvoyer l'influenceur, que le tribunal de Melun, de Le Melun a tranché. J'ai été voir la présidente. Elle avait raison, elle a traité ça en droit. Le gars a une carte de résidence, il peut pas être au QTF. On peut pas l'expulser dans ce cas. Oui, non mais on peut, mais c'est une autre procédure. C'est effectivement, vous savez, quand il y a des gens qui font de la double peine, comme ce qu'on appelle, mais c'est une autre procédure. C'est pas la procédure des EQTF. Et la mesure de ne plus accepter les passeports algériens, beaucoup de spécialistes disent que c'est aussi une mesure totalement illégale. Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Et même raciste sur les bords. Mais même, il y a un moment donné, vous savez, c'est comme quand on dit Air Algérie, il faut qu'elle prenne. Mais Air Algérie, elle est régie par les accords de Chicago sur l'aviation. Vous savez que dans un avion, quand vous voulez mettre un OQTF, c'est le commandant de bord qui dit s'il monte ou il ne monte pas. Qui prend la responsabilité. Qu'il soit d'Air Algérie, d'Air France, de Transavia, d'Air Italia, de ce que vous voulez. C'est à lui de prendre la responsabilité. Et vous savez, personne ne veut prendre la responsabilité de faire monter des OQTF, surtout si ça se passe mal dans le vol, et pas vous qui prenez un billet parce que c'est pour du tourisme et qui vous pouvez vous mettre en danger. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'ils aient des discours et qu'ils enflamment la planète. Et puis en plus, on parle de l'Algérie. Mais l'Algérie ne fait pas moins bien que les autres. Elle fait parfois même mieux, souvent. Et donc, on a effectivement aujourd'hui, en vérité, on est en train d'agiter un épouvantail, mais dans l'esprit des Maurrassiens, de ceux dont la guerre d'Algérie n'est pas passée. En fait, on est en train de caresser le Front National, ou le Rassemblement National aujourd'hui, dans le sens du poil, qui, eux, sont pour l'Algérie française, qui ont du mal avec ce passé, qu'ils n'arrivent pas à laisser passer. Et donc, on est en train d'avoir un autre agenda. En tous les cas, je ne sais pas ces personnes qui elles servent, pour quel intérêt ils roulent. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne roulent ni dans l'intérêt de la France, ni dans l'intérêt des deux pays. Parce que l'intérêt de la France, c'est d'avoir une relation apaisée et saine avec l'Algérie. Et d'ailleurs, je me souviens d'un communiqué de presse du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, qui avait dit on a des désaccords. Il est d'accord, il pointait. Mais ça ne veut pas dire être fâché. Et donc on peut pointer nos désaccords, mais on peut continuer à dialoguer. Et nous, les parlementaires, c'est ce qu'on dit. Quels que soient nos désaccords, on doit dialoguer. Vous savez, même quand vous rentrez en guerre, de toute façon, c'est ce qu'on explique aux gens, c'est ce qu'on a expliqué en Palestine et ailleurs. La diplomatie doit prendre cet espace. Et la diplomatie, c'est quoi? C'est le dialogue. C'est le dialogue, c'est d'essayer de pointer, c'est d'essayer de rapprocher des points de vue, de rapprocher des visions, de reconnaître les choses, que chacun fasse son agenda mental. C'est ça, construire les conditions de l'avenir. Une partie de la classe politique française pense que c'est la libération de l'écrivain Boualem Sansal qui peut normaliser les relations entre les deux pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être aussi le départ du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui peut améliorer aujourd'hui la relation algéro-française? On pourrait dire parfois les deux. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette situation, il va bien falloir que quelqu'un lâche et fasse le pas. Moi, je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit. Et d'ailleurs, vous savez, ils en ont fait un symbole.
Donc c'est devenu un symbole. Alors, les gens me parlent d'écrivains, moi je n'avais pas lu, mais après, moi je suis chez les écologistes. Vous savez, nous on est contre la détention, nous on est plutôt pour les peines alternatives, pour autre chose. Mais effectivement, aujourd'hui, la question c'est comment on en est arrivé là, et après c'est aussi comment on a instrumentalisé tout ça. Parce qu'on voudrait le maintenir en détention, qu'on ne ferait pas autrement. Oui, parce qu'il y a aussi Driancourt, il y en a d'autres aussi. Hein. Il y a tout un microsystème qui s'est mis en place, un écosystème qui aujourd'hui est en train de polluer la relation et utilise tous les leviers. En fait, tous les leviers. Aujourd'hui, c'est peut-être ça, demain, ça sera peut-être autre chose. En fait, ils cherchent des leviers pour s'accrocher et pour détériorer la situation. Après, cette affaire, s'il n'y avait pas eu tout ce battage médiatique, elle aurait peut-être été réglée il y a très longtemps. Vous voyez, donc, en fait, c'est quoi l'objectif? Et en fonction de l'objectif, vous mettez les moyens de l'atteindre. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on voudrait le maintenir en détention, qu'on ne ferait pas autrement, parce que c'est une réalité. Ensuite, on nous dit que c'est un grand écrivain. Bon, moi, j'ai découvert, j'ai jamais lu de livre de votre. J'ai aussi lu ce qu'il écrivait sur les gens d'origine, sur les musulmans, etc. Bon, je ne partage pas du tout le point de vue. Ensuite, il est rentré en Algérie avec un passeport algérien. Pour ceux qui connaissent le droit, savent très bien qu'en Algérie, il n'y a pas de binationalité. Et donc, quand vous rentrez avec un passeport algérien, vous êtes algérien. Donc, vous pouvez après agiter les bras. Vous pouvez demander, vous pouvez contester. Vous pouvez ne pas être d'accord. Mais il y a une réalité. Vous ne pouvez pas raconter tout et n'importe quoi. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut de l'honnêteté intellectuelle dans toutes les démarches. Retour au débat sur la colonisation. Alors, c'est le président français qui a déclaré que la colonisation est un crime contre l'humanité. C'était en février 2017, ici même à Alger. Quel rôle peuvent jouer les parlementaires français d'origine algérienne pour lever le voile sur la réalité de la colonisation et pourquoi pas pousser un jour la France à assumer ses responsabilités? Alors, je vais juste, si je peux me permettre de rectifier un petit truc. Les parlementaires français, quelles que soient leurs origines. Parce que n'oublions pas que pendant la guerre d'Algérie, il y avait des France Panon, il y avait des Maurice Audin, il y avait le réseau Janson, il y avait Bertrand Valise, il y avait des gens qui défendaient, il y avait Michel Rocard, et moi je viens du PSU, donc il y avait des gens qui défendaient. Parce qu'avant de parler de mes origines, il faut parler de mes valeurs. Moi je suis quelqu'un qui suis contre la colonisation. Je le sais, et 2 fois plus parce que mes ancêtres, mes oncles, mes parents l'ont vécu. Donc je suis encore 2 fois plus parce que je sais ce que c'est que de vivre la colonisation à travers les récits des centres. Quand vous avez quelqu'un qui a débarqué en Provence, qui habitait à Kherrata, qui s'est battu pour la liberté de la France, qui s'est battu pour la liberté du monde, et qui a été décoré, qui avait des médailles, et quand il est revenu chez lui à Kherrata, quand il a cherché après sa famille, il l'avait exterminé. Le 8 mai 45. C'est le 8 mai 45. Vous trouvez juste ça? Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Est-ce que quelqu'un qui se dit humaniste peut trouver ça juste? Est-ce que vous pouvez penser, moi je suis contre l'esclavage, parce que c'est aussi atteinte à la dignité humaine. C'est aussi croire qu'il y a des races supérieures. C'est aujourd'hui à ce nom-là qu'on est en train de commettre. C'est ce que pense le Rassemblement national. Eh bien, si ces gens-là, je ne partage pas ce point de vue. Et aujourd'hui, je crois qu'effectivement, vous l'avez dit, dire l'histoire, c'est pas se flageller, c'est permettre de l'écrire pour enfin tourner la page. On ne peut pas déchirer la page, on ne peut pas masquer les choses, on ne peut pas avoir des placards des cadavres dans le placard parce que ça remonte tout le temps à la surface. Eh bien, il faut l'écrire pour qu'on puisse tourner la page. Parce que l'enjeu, c'est pas pour nous en réalité. C'est pour nos enfants. C'est pour essayer de donner un avenir commun à nos enfants. Aujourd'hui, dans les crises qui s'annoncent, et les difficultés qui vont être de plus en plus grandes, plus vous aurez d'alliés, plus vous aurez la capacité de construire avec les gens, plus vous vous serrez les coudes, plus vous avez de chances de réussir. C'est pas en divisant qu'on réussit, c'est en additionnant et c'est en construisant pour l'avenir. Et aujourd'hui, le colonialisme n'a aucun bienfait. Le seul bienfait du colonialisme, c'est la décolonisation. Et que répondez-vous aujourd'hui aux milieux politiques français qui mettent en avant les effets positifs de la colonisation et qui rejettent toute responsabilité de la France sur tout ce qui a été commis, et pas seulement en Algérie, mais dans beaucoup de pays d'Afrique? Ça revient en vogue et c'est très à la mode aujourd'hui dans la classe politique française. Je viens de vous dire, les bienfaits de la colonisation, c'est la décolonisation. Il n'y a aucun bienfait. Parce que ce qui a été fait n'a pas été fait pour les autochtones. Ça a été fait pour ceux qui venaient s'installer. Et les autochtones étaient serviles. Les gens avaient le droit de buter les gens, passez-moi l'expression, parce que vous pouvez tuer les colons. Chez moi, de la région où sont originaires mes parents, avaient le droit de vie ou de mort sur les habitants. Ils les fouettaient. Ils étaient armés. Donc on ne peut pas parler de bienfait de la colonisation. Je sais, vous parlez de la loi c'est ce qui nous a mobilisés, la loi du 23 février 2005 où on s'était mobilisés. C'est nous qui avons mobilisé les intellectuels, donc j'étais déjà là. Parce que effectivement, en disant, mais comment vous avez pu laisser passer ça?
Mais à l'époque, le fameux article a pu être supprimé 4. à temps, exactement. Oui, parce l'Algérie avait fortement insisté pour cela. Voilà, et c'est quelqu'un, et celui qui a porté ça avec Besancenot à l'époque et d'autres, c'est Dominique Strauss-Kahn, le Parti socialiste. En fait, il y a des gens partout, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire d'origine ou de religion, qui sont des humanistes et qui portent des choses, et quand on leur explique, puisque c'est nous qui avons porté les choses et qui avons expliqué au sein de notre parti les éléments. Vous voyez ? Donc, en fait, aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent de croire. Et puis, il y a deux choses. Il y a la France d'aujourd'hui et la France coloniale. Si la France d'aujourd'hui ne reconnaît pas les crimes de la France coloniale, c'est-à-dire qu'elle les valide, c'est-à-dire que c'est dans son corpus de valeurs. C'est ça qui est grave. La France d'aujourd'hui n'est pas responsable de ce qu'a fait la France coloniale. Mais justement, elle doit dire l'histoire pour justement se dédouaner et effectivement pouvoir tourner la page et que effectivement on puisse se pardonner pour avancer, comme ça a été fait avec l'Allemagne. Et toujours au sujet de la colonisation, avec les Mellouli, quelle est votre position sur la restitution des archives, des biens culturels et des restes humains à l'Algérie ? Parce que rien n'a été encore fait depuis 2020 et la restitution des crânes des résistants algériens. Alors, moi, je suis pour la restitution pour toute l'Afrique, d'ailleurs. Parce que parler de mémoire, c'est pas que avec l'Algérie, c'est aussi avec toute l'Afrique. Donc, effectivement, la restitution, les gens ne peuvent faire leur deuil que quand ils ont récupéré les choses, quand ils ont compris, quand ils ont... Vous savez, les gens qui ont perdu un être proche dans un accident, etc., où on ne retrouve pas les corps, ils ont du mal à faire leur deuil. C'est pareil pour la colonisation. Si on veut faire ce deuil-là, il faut faire ce travail. Il faut restituer, il faut dire l'histoire. C'est ce que vous dites. Donc il faut absolument... Et nous, on se bat pour qu'il y ait la restitution. C'est normal. Vous avez spolié un pays, vous devez lui rendre. Apparemment, parmi les points de blocage aujourd'hui entre les deux pays, et c'est ce qui a notamment bloqué en partie la visite d'État que le président algérien devait effectuer en France, c'est la restitution du burnous et de l'épée de l'émir Abdelkader, chose que la France refuse encore aujourd'hui de faire. Oui, la France refuse aujourd'hui de faire parce qu'elle a du mal, je vous le dis, avec le passé colonial. Il y a encore des gens qui sont crispés et qui ne veulent pas, parce que c'est justement reconnaître ce qui a été fait. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, quand on ne veut pas prononcer le mot génocide parce qu'il se passe en Palestine. C'est parce que s'ils prononcent le mot génocide, ils sont complices. Vous savez qu'en droit international, s'il y a un génocide qui est avéré, vous devez intervenir, y compris militairement. Si vous n'intervenez pas, vous êtes complice. Et donc, effectivement, il y a des éléments comme ça qui ne veulent pas être rendus parce qu'en fait, ils ne veulent pas faire ce travail de reconnaissance. Ils ne veulent pas aller sur ce chemin-là. Vous savez, en politique, il faut du courage. Et ça, il y en a qui en manquent malheureusement. Eh bien, il faudra qu'il y en ait qui aient le courage de le faire. Ce n'est pas de se flageller parce que les gens disent « oui, mais on va... » Non, c'est vous grandir. Vous savez, quand vous pardonnez, c'est vous qui êtes grandi. C'est ça, quand on est capable de pardonner, c'est qu'on est assez fort, qu'on passe au-dessus de quelque chose parce qu'on sait quelque chose de plus grand qui nous attend et c'est pour ça qu'on pardonne, pour pouvoir se donner une chance. À un moment donné, il faut se donner une chance, et pas à nous, je le redis, il faut donner une chance à nos enfants. Concernant le génocide en cours à Gaza depuis octobre 2023, donc votre pays, la France, puisque vous êtes sénateur français, a été épinglé souvent pour son ambiguïté entre soutien à Israël puis soutien à la Palestine. Récemment, la France a annoncé qu'elle allait reconnaître en septembre l'État palestinien. Est-ce que c'est une décision positive ? Pourquoi pas maintenant et en septembre ? Et pourquoi ce retard avec l'Imam Louli ? Ce retard parce qu'effectivement, il y a une culpabilité. Les génocidaires israéliens jouent sur la culpabilité du génocide qu'ils ont vécu. Mais ce n'est pas parce que vous avez vécu un génocide que vous pouvez le reproduire. C'est ce qu'on a dit aussi la même chose au Rwanda, qui a armé le M23 pour le Congo. Vous êtes au courant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien prendre des sanctions. Et donc, nous, les écologistes, là-dessus, on a toujours été très clairs. On a porté cette parole. Nous étions, Sabrina Sebaï, que je pense de les recevoir, et d'autres avec Grel, nous étions à Rafah, nous, en février. On a été au poste frontière, on n'est pas rentré parce qu'on n'avait pas les autorisations, mais on a été voir sur place, on a vu l'aide humanitaire, on a vu tout ça. On a vu les gens qui venaient à l'hôpital pour essayer d'être soignés, etc., d'El Haridj et tout ça. On a vu ce qu'a vu le président Macron en février ou mars 2025. Nous, on l'a vu un an avant. On a vu cette aide humanitaire bloquée. C'est la première fois, ce que j'ai dit au Sénat, à la tribune du Sénat, c'est la première fois dans l'histoire qu'un peuple va mourir de faim. Qu'un peuple va mourir par manque de soins, alors qu'à quelques mètres de sa frontière, il y a ce qu'il faut. Il y a plus qu'il n'en faut. Là, c'est pas parce qu'on manque d'aide humanitaire, c'est pas parce qu'on manque d'aide sanitaire, c'est parce qu'on ne veut pas la laisser rentrer. C'est parce qu'il y a une volonté de vouloir porter atteinte à la dignité humaine du peuple palestinien. Vous savez, plus grave que la mort, c'est de perdre sa dignité. Quand vous êtes parent et que vous voyez vos enfants en train de mourir et que vous ne pouvez pas agir,
vous avez perdu votre dignité. Le Sénat français dont vous êtes membre n'a pas montré manifestement un soutien clair et massif au peuple palestinien et au peuple de Gaza depuis le début du génocide à Kamalouli. Tout à fait, mais je le déplore. Mais nous, en tous les cas, nous avons fait notre part. C'est vrai que nous étions le colibri. La minorité de gauche. Mais nous avons notre part. Les écologistes, au Sénat, on a fait notre part, et à l'Assemblée nationale. On a fait notre part dans les manifestations, on a fait notre part, pas suffisamment. Ce ne sera jamais assez. Vous savez, ce qu'on fait, les gens nous disent qu'il faut être courageux. Non, il faut juste penser aux autres. Il n'y a pas de courage. Parce que, quand j'en parle, ça me touche parce que j'ai vu ces enfants jouer dans les couloirs des hôpitaux. J'ai vu cette aide alimentaire. On a vu sortir les médecins. On a vu, c'était la première mission qui sortait, Raphaël Pitti, qui disait, en février 2024, il disait à Gaza, on ne soigne plus, on ampute. C'est une déclaration que j'avais faite au Sénat, c'était une reprise de Raphaël Pitti. Et là, dernièrement, j'ai dit, à Rafah, on n'ampute plus, on enterre. Vous voyez ce que je veux dire? À Gaza, on enterre, pardon. C'est terrible. Enfin, j'ai du mal à trouver les mots parce que il faut être objectif. Mais quand vous voyez ces enfants errer, quand vous voyez des snipers qui tirent sur les enfants, c'était ça la réalité déjà en 2024. Des snipers qui tiraient sur des enfants. Pas avec des balles pour les tuer, avec des balles pour les blesser. Et comment vous expliquez, c'est ça l'horreur. Et comment vous expliquez que cette parole de vérité n'est pas très présente dans les médias français, du moins pas au début, mais vers la fin, et pas très présente dans l'entièreté des médias français? Parce qu'il travaille. En fait, nous, il nous a... Après octobre 2023, on a eu une période très difficile, on était attaqués de toutes parts, ceux qui portaient cette voix de la dignité et du droit international, parce qu'il s'agit de droit international. Parce que tout n'a pas commencé le 7 octobre. Hein. La Palestine est colonisée depuis 1948 et les frontières 67 qui ont été reconnues, qu'on ne veut pas. D'ailleurs, ce n'est pas un Palestinien qui a assassiné Yitzhak Rabin. Donc il faut que les gens arrêtent. Non mais justement, et c'est un Israélien qui est membre de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ces fascistes qui sont au pouvoir. Donc à un moment donné, vous savez, et ceux qui font ça, c'est ceux qui prônent l'antisémitisme. Parce qu'en réalité, eux font de l'antisémitisme parce qu'ils pensent qu'il y a un pouvoir et donc ils agissent comme ça par intérêt. Eh bien, c'est indigne de leur part. Et ces gens-là, pour moi, ils doivent en répondre devant l'histoire. Et j'espère, et puis nous, pourquoi ce qu'on a fait? C'est ce qu'on leur disait à chaque fois. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Vous êtes complices. Vos silences vous rendent complices. Même ceux qui ne disent rien sont complices. Et j'espère que ces gens-là, un jour, finiront à la Cour pénale internationale pour répondre de leur complicité. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Parce que si on veut encore maintenir quelque chose dans l'humanité, parce que l'humanité, pour moi, elle est morte à Gaza, elle est en train de mourir. Si on ne fait rien, et pourquoi maintenant, effectivement, nous, on avait fait un courrier où on a plus de 60 parlementaires, députés, sénateurs qui avons signé pour demander, le 10 juin, on l'avait fait parce que le 10 juin, il devait reconnaître, pour demander au président Macron de reconnaître l'État de Palestine. Vous savez que l'État de Palestine a été reconnu en 2014 par l'Assemblée nationale et le Sénat, à des votes majoritaires. Donc là, il n'y a plus qu'à entériner. Donc voilà. Donc nous, on est là-dessus très ferme, c'est le respect du droit international. On va parler maintenant de la diaspora algérienne qui joue un rôle très important dans la relation entre les deux pays, dans le développement de la diaspora algérienne en France. Est-ce qu'il y a des actions concrètes aujourd'hui envisagées pour renforcer ce lien que peut jouer cette diaspora? Et vous, en tant que sénateur, quel rôle vous jouez en ce moment? Alors nous, on joue un rôle d'accompagner. Tout ce qui peut contribuer à faire évoluer ou à construire des relations durables et à permettre aux gens de l'émancipation, la construction d'avenir, tout ça, nous on l'aide. Moi, je participe beaucoup avec certains réseaux, notamment ceux qui sont en lien aujourd'hui avec les acteurs économiques ici, notamment pour les accompagner, pour aussi sur place, parce qu'il ne s'agit pas de vendre à un pays qui a le sable. L'Algérie a le Sahara, vous n'allez pas lui vendre du sable. Donc, il faut aussi des projets concrets, des choses qui tiennent la route. Mais aussi, il faut agir localement, c'est-à-dire en France aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont d'origine, qui sont discriminées aujourd'hui. Il faut lutter contre ces discriminations. Nous avons des jeunes qui ont le parcours du combattant. Les gens nous parlent des accords de 68, mais vous savez que, du coup, les Algériens ne bénéficient pas du visa talent. Donc, du coup, ils peuvent pas, les médecins informaticiens ne peuvent pas venir, contrairement à d'autres pays. Les étudiants algériens sont discriminés.
Donc il faut les aider à avoir un emploi. Eux, c'est le parcours du combattant pour qu'ils aient un emploi. Vous voyez, il faut des autorisations de leur employeur pour qu'ils puissent avoir un emploi. Et donc je dis ça parce que ceux qui nous disent les accords de 68, il n'y a rien dedans. En fait, ils n'ont jamais été appliqués. En fait, même d'ailleurs, quand les directives ont été prises, ils avaient oublié de savoir que les agents internationaux, donc ils ont dit, et aussi les Algériens, et aussi, ils étaient obligés de le rajouter. Donc quand les gens vous parlent d'accords, ils ne comprennent rien à ce qui se dit. Les accords de 68, en plus, c'était... Et tous les accords qui ont été remis en jeu, vous savez qu'ils ont été faits à la demande de la France. Les accords d'Évian, en 62, sur la libre de circulation, c'était la France qui l'avait demandé, pour permettre à ceux qui avaient des biens ici de pouvoir continuer à faire des allers-retours. En 68, quand ils ont vu qu'il y avait effectivement, qu'il fallait limiter l'immigration et que les gens venaient pour travailler, c'est la France qui a demandé de revoir les accords. Ce qu'a toujours fait l'Algérie. 94, je peux vous citer toutes les dates, vous les connaissez mieux que moi. Mais donc aujourd'hui, si on voulait faire évoluer les choses, on n'en ferait pas une polémique. On en ferait un sujet de débat. D'ailleurs, je crois que quand Macron était venu en 2022, je ne sais plus... 2022, ouais. Il avait dit d'ailleurs, parce que des fois, vous savez, moi je vieillis, donc des fois j'ai un peu de mal avec le temps, mais en 2022, quand il est venu, il avait quand même proposé de revoir ça. Et je crois que le président algérien avait dit, pas de problème, on peut rediscuter tout ça. C'est dans la norme. Mais par contre, quand vous êtes dans l'invective, quand vous êtes dans la contentation, quand vous êtes dans la provocation, quand vous êtes dans l'injonction, vous n'êtes pas dans les relations internationales. Quel est, selon vous, l'avenir de cette relation algéro-française à l'horizon 2027 ? Est-ce qu'on peut s'attendre à un tremblement de terre en 2027, à une remise en cause définitive de cette relation avec les Maloulis ? Alors, moi, effectivement, aujourd'hui, on peut s'interroger sur 2027. Après, vous savez, on s'était interrogé aussi sur plein de sujets. Il y a des choses qui s'imposent aux gens. Ce qui va s'imposer aussi, c'est les enjeux économiques, les intérêts. Et effectivement, je pense que c'est aussi le poids des gens qui vont voter, qui vont comprendre qu'on n'a pas d'intérêt à être fâché. On peut, vous savez, en politique étrangère, on peut avoir des désaccords. La question, c'est de les pointer, mais vous avez besoin, y compris à l'ONU ou dans d'autres instances, au Conseil de sécurité, vous avez besoin de partenaires pour faire avancer les choses. Vous pouvez avoir des désaccords, mais vous avez besoin de construire. Donc, moi, vous savez, moi, je suis quelqu'un toujours de confiant. Sinon, ça ne sert à rien de se lever demain matin. Donc moi, je me dis, tant qu'on peut se battre, on va se battre. En tous les cas, nous, on vous parlait tout à l'heure des diasporas, je n'avais pas tout à fait répondu. Je pense que les diasporas ont un rôle à jouer, mais pour jouer ce rôle, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale. Il faut aussi ils défendent l'intérêt général. Il faut qu'ils recherchent justement être des vraies passerelles et non pas se servir de l'intérêt général pour défendre des intérêts particuliers ou collectifs. Et la relation algéro-française ou franco-algérienne, je pèse mes mots, est une relation d'intérêt général. D'intérêt général pour la France, pour l'Algérie, d'intérêt général pour la Méditerranée, d'intérêt général pour l'Afrique et au-delà. Donc aujourd'hui, vous avez bien vu que le monde est en train de basculer. Les alliances d'hier sont remises en cause. Donc plus vous faites d'ennemis, moins vous avez d'alliés, plus vous êtes isolés sur la scène internationale. Aujourd'hui, les choses sont reconstruites. Vous savez, les ennemis d'hier, parfois, sont les amis d'aujourd'hui. On voit les choses évoluer. Donc il faut faire attention, il ne faut jamais hypothéquer l'avenir. Il faut toujours être dans la main tendue, et c'est ça que nous, le dialogue, la diplomatie parlementaire, c'est toujours être dans la main tendue et dans la construction d'un dialogue pour rendre possible et repousser le champ des possibles pour justement rendre possible un avenir commun. Et quel rôle vous pouvez jouer, notamment votre groupe écologiste à l'horizon 2027, pour l'avenir de la relation entre les deux pays? Est-ce que vous allez soutenir quelqu'un? Est-ce qu'il y a des candidats qui sont plus favorables à une normalisation entre les deux pays? Est-ce que vous avez fait des choix ou est-ce que vous en ferez d'ici là? Alors la gauche, globalement, est favorable à une relation entre les deux pays. Donc moi, je suis de gauche, apaisé. Donc moi, je vais pousser dans ce sens-là. Les écologistes sont favorables à une relation avec l'Algérie. Les écologistes ont toujours pris, vous les avez suivis, vous connaissez nos positions sur tous les sujets, elle n'a pas de désaccord. Après, on peut avoir en disant il faut plus de démocratie, plus de liberté de la presse, plus ceci, ça, c'est le débat qu'on doit avoir, mais on peut le faire, vous savez qu'on peut le faire dans quelles conditions? Si effectivement il y a de la bienveillance, si vous ressentez de ma part de la bienveillance, vous allez être disposé à m'écouter et à pouvoir construire des choses, à pouvoir prendre en compte ce que je vais vous dire. Si vous sentez de la malveillance de ma part, de l'agressivité, de la haine, de la frustration, jamais vous pourrez avoir confiance en moi. Vous savez, pour construire, il faut de la confiance. Et la confiance, ça se gagne et ça se construit. Eh bien, nous, on va essayer de travailler sur cette confiance
pour la gagner et la construire. Et aujourd'hui, si on est encore là, si on est venu à Alger, c'est pour leur dire que nous, on veut construire cette relation de confiance. Nous serons les émissaires de ceux qui veulent construire un avenir commun pour les deux rives, pour l'Afrique et pour le monde. C'est aussi ça l'enjeu. Aujourd'hui, il y a effectivement, j'en parlais on rend un rapport sur aucun rapport, mais sur la défense du flanc nord de l'Europe, en Norvège et tout ça. On leur a dit quand même que par rapport à l'Arctique, la Russie est un pays arctique. On est fâché avec la Russie par rapport à l'Ukraine, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'on discute avec la Russie, parce que si on veut construire sur l'Arctique, d'ailleurs pour ça que Trump ne s'est pas trompé, puisqu'il veut venir au Groenland pour mettre un pied dans l'Arctique. Vous voyez, il y a des enjeux internationaux comme ça, et là, vous avez besoin des jeux d'alliance, et ils sont à géométrie variable. Donc il faut faire attention de ne pas voir, je le redis encore, ce monde dans une espèce d'uniformité, où qu'il y aurait unité et là, il n'y a pas. Il y a chacun joue sa carte et joue son intérêt personnel, et c'est ça qui pose problème. Mais ça pose encore d'autant plus problème quand vous retirez le droit international. Quand les règles du jeu ne sont plus très claires, eh bien, c'est le monde entier qui est en danger. Alors, Eklé Melouli, on ne peut pas vous recevoir sans parler de vos origines, de votre lien avec ce pays, l'Algérie. Vous êtes né en Algérie, oui. À la fin des années 50, si je ne me trompe pas. J'en suis très fier. À toute fin, début des années 60 d'ailleurs. Mais oui, et j'en suis très fier. J'aurais été, vous savez, quand je dis ça, les gens... Ah oui, mais il est binational. Mais de toute façon, moi, c'est notoriété publique, c'est sur Wikipédia. D'ailleurs, je ne suis pas traduit sénateur français, ils ont mis franco-algérien. Parce que quand je suis arrivé, ils ont dit les enfants du FLN arrivent au Sénat. Bon. Mais ça, c'était lors de votre élection. Voilà. Mais ça, c'est pas pire de jeu. Mais en fait, moi, je suis très fier de mes origines. Je suis très heureux d'être en Kabylie. Dans les oliviers, les figuiers, ça fait partie de ma culture. Mais c'est pas incompatible avec la culture méditerranéenne. C'est pas incompatible avec ma loyauté au pays d'accueil. Mais je suis légitimement attaché à mon pays d'origine. Et je le serai tout le temps. C'est la terre de mes ancêtres, c'est mes racines. Vous savez, si j'avais été breton et que je m'étais enflammé pour la Bretagne, on leur a dit, c'est fabuleux, il n'oublie pas ses racines, il défend son terroir et tout ça. Mon terroir, il est en Kabylie. Donc et quand je disais ça à l'époque, là, ils m'ont dit, il est berbériste. Non, je ne remets pas en cause l'unité de l'Algérie. Mais je ne souhaite pas qu'on remette en cause ma culture. C'est mon droit légitime. Et donc, moi, je défends la culture berbère, d'ailleurs, qui concerne toute l'Algérie, d'ailleurs, même toute l'Afrique du Nord, même au-delà, jusqu'au Nord Mali, le Niger, la Libye, vous voyez, la Mauritanie, un lien peut-être à plus loin, d'ailleurs. Et je suis fier de cette culture. Je n'ai pas à m'en défaire. Et vous savez, il n'y a pas de double culture en réalité. Vous avez une culture, vous avez ce que vous avez dîné, ce que vous récupérez, puis après vous avez l'acquis. En fait, ma culture, elle évolue au gré des rencontres. C'est ça aussi. C'est comme la musique. Vous avez vu la musique ? Il y avait des sonorités qu'on avait avant avec la tajawar, tout ça et tout, la flûte en kabylie, tout ça et tout. Et puis, ça a évolué avec la rencontre avec d'autres. En fait, la rencontre des autres vous enrichit et vous fait améliorer. Donc au lieu de me remettre en cause mon truc, il devrait plutôt s'enorgueillir d'avoir des gens qui viennent d'horizons divers, parce qu'on enrichit en fait. En fait, j'enrichis la culture. En fait, parler avec d'autres personnes, on s'enrichit mutuellement. Vous voyez, c'est une richesse. C'est pas, moi je ne saurais pas, et moi je le trouve comme une richesse. Vous savez, moi je viens de ce terroir où on disait, on ne parlait pas de la personne, nous. On parlait de la famille. Mmh. Et quand vous avez une famille qui n'était pas respectée, vous n'étiez pas respectable. Ce qui est limite, parce que je sais tout. Mais en réalité, pourquoi on disait ça ? Parce qu'il faut être des gens d'honneur. Il faut avoir la parole qu'on donne est importante. Et voilà. Et donc, j'espère avoir gardé ça. J'espère faire honneur à mes ancêtres, d'avoir gardé ça, d'avoir gardé la parole. Je suis très fier de mes oncles et de parents de ça qui ont combattu pour l'indépendance d'Algérie, mais je n'en fais parce que, mais c'est pas contre la France d'aujourd'hui, c'est pas contre la France, la patrie de l'homme, je parle de la France coloniale. Mmh. Moi, je me serais levé, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais en disant, vous parlez d'origine, je disais, je me serais appelé Maurice Audin, j'espère que j'aurais fait ce choix. Comme j'espère que j'aurais fait le choix en 40, le choix d'être dans le maquis, un terroriste pour le régime de Vichy, plutôt que d'être dans le régime de Vichy. Vous voyez ? J'espère que j'aurai eu le courage d'être dans la résistance, dans les justes. Parce que moi, je défendrai toujours la dignité humaine. Je défendrai toujours le droit international. Et puis, comme je le disais au Sénat,
pour certains qui veulent le remettre en cause, parce qu'il y a des pays qui veulent le remettre en cause, par rapport à l'ONU. Le problème de l'ONU, c'est pas l'ONU. Le problème de l'ONU, c'est ceux qui bafouent le droit, qui ne respectent pas les directives de l'ONU, qui ne respectent pas les résolutions. C'est ceux-là qui affaiblissent l'ONU. L'ONU, si on doit la faire évoluer, il faut la faire évoluer, mais on ne peut pas l'enlever, parce que c'est là où doit se discuter le droit international. Et je dis aujourd'hui, ceux qui mettent en difficulté l'ONU, ceux qui mettent en danger l'ONU, c'est ceux, y compris pour les Américains, je le dis, c'est ceux qui ne respectent pas les résolutions de l'ONU. Les résolutions de l'ONU doivent s'appliquer à tous, comme il faut respecter les instances internationales, la CPI, la CIG. D'ailleurs, même la Commission européenne, nous parlait tout à l'heure du Sahara, elle a aussi pris des mesures quand la France a reconnu, elle dit « Oh là là, ça vous engage que vous ». Nous, parce qu'il y a eu la Cour internationale, la Cour européenne de justice a tranché, la Cour internationale avait déjà tranché en 1975, donc les choses sont tranchées. Il n'y a qu'à respecter le droit international. Merci Akli Malouli d'avoir été notre invité. Vous êtes sénateur français, vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de défense du Sénat français. Et merci d'être venu, accompagné notamment de la députée Sabrina Sobaïri, qui sera notre invitée dans les prochains jours. Merci à tous et à bientôt.